Bienvenue à tous en satsang. C'est une joie de vous retrouver. C'est toujours une joie de se retrouver pour partager ce que nous sommes vraiment, vraiment. Rien à défendre, rien à affirmer, rien à changer, rien à réussir, rien à oublier. On ne peut pas se tromper. Parce que ce que nous partageons, c'est notre état naturel. Ce vers quoi nous pointons dans un satsang, c'est vers la vérité. Sat veut dire réalité, et sang vient du mot sanskrit qui signifie rassemblement. Donc on se rassemble autour de la vérité que nous sommes, autour de l'être. De temps en temps, je partage avec vous une petite pratique, entre guillemets, mais toute pratique que nous faisons ici n'est là que pour nous faire réaliser que nous sommes déjà pleinement ce que nous cherchions. Je crois que quelque part, Pascal, l'écrivain, mathématicien français, un peu philosophe sur les bords, disait « Je ne te chercherai pas si je ne t'avais déjà trouvé. » Rumi disait aussi, et je me suis servi de cette phrase dans une des chansons du prochain album, là, parce que je la trouve très forte, il disait « J'ai tant frappé à ta porte, vérité, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Et un jour, la porte s'est ouverte, et j'ai réalisé qu'elle s'ouvrait de l'intérieur. C'est déjà là. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Saint Augustin aussi dans les Confessions, il disait quelque chose comme je t'ai tant cherché à l'extérieur, mais tu m'attendais à l'intérieur. Donc je vais mettre tout le monde en sourdine, y compris à notre ami le chien. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait du théâtre en tant qu'amateur tout simplement, mais imaginez que vous êtes un acteur professionnel et que vous devez jouer Hamlet, par exemple. C'est une pièce que j'aime beaucoup, extraordinaire, j'adore Shakespeare. Et que donc vous travaillez des mois et des mois pour être Hamlet, pour sentir Hamlet, pour vous habiller comme Hamlet, être amoureux d'Ophélie comme Hamlet transpire d'amour pour Ophélie,
sentir sa douleur lorsqu'il apprend par le fantôme là, au bord du château qu'en réalité c'est son oncle qui a tué son père. Sentez ce que ça fait que de concocter une vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut entrer dans la peau du personnage de Hamlet. Hein. C'est pas rien d'être acteur et de donner à vivre, incarner un texte, vraiment, jusqu'au bout des doigts, avec le langage corporel, avec la voix, avec le cœur, avec tout. Donc imaginez que vous vous y consacriez complètement, comme le font certains acteurs qui s'investissent dans leur rôle, vous savez, la méthode de l'acteur studio, où ils se confondent complètement avec leur rôle, au point que certains vivent des chocs presque psychotiques, hein, surtout quand ils jouent le rôle d'un serial killer ou autre. Mais vous êtes tellement investi dans Hamlet que vous transpirez Hamlet, vous vivez Hamlet du matin au soir, vous dormez Hamlet, vous rêvez Hamlet, vous mangez Hamlet, etc. Comme tout le long, tout le temps. Jusqu'à un moment donné, vous jouez Hamlet sur scène, et vous sortez de scène dans les coulisses, et tout d'un coup, personne ne peut vous convaincre que vous êtes la personne que vous pensiez être. Vous êtes Hamlet complètement. Oui. Ah non, je suis Hamlet. C'est tellement extraordinaire les sentiments que je ressens pour Ophélie. C'est tellement extraordinaire de fomenter cette vengeance petit à petit, d'investiguer, de faire tomber le masque de mon beau-père, etc. Vous prenez véritablement au jeu. C'est très très sérieux. Vous êtes devenu Hamlet. C'est comme ça que, par la métaphore donc de l'acteur, on peut comprendre comment la conscience que nous sommes s'identifie petit à petit, avec une certaine passion, pour le personnage qu'on nous dit être. Ça commence à s'identifier, ça commence à devenir de plus en plus sérieux, peut-être pas dans les 2, 3, 4, 5 premières années, mais de plus en plus, et puis vers l'adolescence, de plus en plus sérieux, jusqu'à ce que vous ne soyez que, par exemple, Florence, Ridouane, Arnaud, Anouchka, Dan. Très très sérieux, on joue le rôle à fond, on tombe amoureux, on est quitté, on est trompé, on trompe, on réussit les choses, on échoue, enfin voilà. Vous voyez, la personne à laquelle on s'identifie, étymologiquement, vient du terme persona, en latin, qui vient des deux termes per suonare. C'est ce à travers quoi le son sonne. Parce que les acteurs de la tragédie grecque ils portaient un masque, en fait, ici. Ici, voilà. Et à travers ce masque, ils devaient projeter leur voix et représenter ce qu'ils jouaient sur la scène du théâtre antique. D'ailleurs, à l'opéra, que je connais un petit peu, parce que ça fait 30 ans que je chante à l'Opéra de Paris, dans les chœurs, on doit chanter dans le masque. Le masque, c'est ici, les pommettes, les dents avant, voilà. On doit faire passer la voix dans le masque pour la projeter devant les 2700 spectateurs. Donc la personne est un masque. C'est un masque. Donc ici, on est là pour se démasquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque ? On ne peut pas être un masque. Le masque, il apparaît et il disparaît. Celui de Hamlet aussi. À un moment donné, à la fin des répétitions, à la fin des spectacles,
l'acteur qui se prenait pour Hamlet, il est très sérieux, il vit Hamlet complètement, 24 heures sur 24, et tout d'un coup, à la fin du spectacle, de la série de spectacles, il se rend compte, ah c'est vrai, ils avaient raison. Mes amis qui me disaient que je n'étais pas Hamlet, que j'étais Bernard, c'est quand même plus agréable d'être Bernard, parce que c'est dur de se prendre pour Hamlet tout le temps. Et nous, pareil, ici, on peut essayer de voir à quel point c'est lourd, à quel point c'est contracté, à quel point c'est tendu que de se prendre pour quelqu'un, que de se prendre pour une personne, pour un personnage, un ensemble de pensées, un ensemble de croyances, un ensemble d'idées, un ensemble de préférences, de désirs et de peurs, un ensemble de caractéristiques, une taille, un poids, un âge, un nom et une forme, hein, grosso modo. Je crois qu'on dit en sanskrit nama et rupa, hein, nom et la forme. C'est lourd de se prendre pour quelqu'un. Bon. Donc ici, l'invitation, c'est de voir que ne pas entrer en lutte hein, contre ce personnage. Il n'y a pas à lutter contre lui. Il est là. Hein. Même Nisargadatta Maharaj, un des plus grands pointeurs non-duels du XXe siècle en Inde, disait, oui, j'ai une personnalité, bien sûr, comme tout le monde, et de temps en temps, cette personnalité, voilà, elle éructe, elle pousse des petites poussées de lave, des choses comme ça. Elle est faite elle est conditionnée. Elle est ce qu'elle est. Mais je la reconnais comme quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Neti, neti. Et je reconnais à chaque fois qu'elle apparaît que je ne suis pas ceci, pas cela. Ultimement, je suis la conscience qui joue parfois à être ce personnage, à s'oublier donc elle-même. Et puis, tout un chemin a lieu, un chemin dans le rêve, un scénario. Et parfois, au cœur de ce scénario, il y a un désir de retour, vers ce que nous sommes vraiment, vraiment. Peut-être parce qu'il y a des souffrances, peut-être parce qu'il y a une nostalgie. En danois, qui est ma langue natale, on dit hjemve. On dit en allemand aussi heimweh. C'est la V, c'est la douleur, et heim, c'est la maison. Hjemve en danois. La douleur de la maison. À un moment donné, sur ce chemin, il est possible de ressentir cette profonde nostalgie, cette profonde fatigue, cet épuisement, ce désespoir. Parce dès que la conscience s'identifie au personnage, la seule porte de salut apparente pour ce personnage, c'est de trouver des bonheurs dans le monde, au travers des autres, des rencontres, au travers des pensées, des sensations et du monde. Et il est possible, au cours d'une vie, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, de réaliser qu'on ne peut pas trouver le bonheur permanent que l'on cherche, vraiment la paix permanente, la joie permanente au travers d'une expérience, au travers d'une rencontre, au travers d'un ensemble de pensées ou d'actes, aussi magnifiques, aussi poétiques fussent-ils. Tout ce que l'on rencontre dans le monde est de l'ordre de l'expérience, qui a un commencement et une fin.
Donc à un moment donné, sur ce chemin de vie, on peut sentir une douleur. Et en commençant à épuiser les différentes possibilités de bonheur, on découvre qu'il n'y a rien peut-être dans le monde qui peut nous satisfaire profondément, qui peut remplir le manque que l'on ressent lorsqu'on commence depuis qu'on a commencé à se prendre pour quelqu'un. Et donc on est là, voilà, aujourd'hui. On est là, maintenant, pour partager cette nostalgie du retour. Peut-être avez-vous imaginé que ce retour allait devoir être compliqué, il allait devoir passer par des pratiques, par une façon morale de vivre. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la simplicité. C'est un chemin qui va de la complexité à la simplicité, du sentiment de manque à la plénitude. De l'idée que c'est plus tard à maintenant. De l'idée que c'est ailleurs qu'ici, à ici. De la pensée, c'est pas pour moi, à réaliser que c'est cela que je suis de toute éternité. Ce qu'on appelle la personne, l'ego, c'est pas une entité. C'est pas quelque chose qui est réel, qui est tout le temps là. C'est un masque. Qu'est-ce que c'est que ce masque de l'ego ? Ce que j'entends par ego ici, en satsang, c'est une dynamique de pensée crue, donc de croyance, et un sentiment de manque qui est son corollaire. Une impression de manque dans le corps, de tension donc. C'est l'idée qu'il me manque quelque chose pour être pleinement moi. Ce que je suis maintenant n'est pas assez. Et ici, ce que l'on partage, c'est voir si c'est vrai, c'est vérifier. Est-ce que c'est vrai qu'en cet instant, je manque de quelque chose ? Est-ce que c'est vrai que cet instant n'est pas le plus beau de ma vie ? Vérifions. Dès que vous faites l'unité avec le masque, avec la personne, avec l'apparent ego, avec le sentiment de manque, se révèle la complétude. Cette découverte a bouleversé ma vie. Et elle est en train de bouleverser la vôtre aussi. Que ce soit si simple. On nous avait tellement raconté d'histoires à propos de la spiritualité. On avait héroïsé l'éveil. Il fallait passer par le chat, de l'aiguille, du Bouddha, de Jésus, de Shankaracharya, de Ramana Maharshi. Ça devient très, très compliqué. Je vous l'accorde. Alors, tout simplement, si cet instant n'est pas le meilleur de votre vie, si en ce moment, vous n'êtes pas en train d'expérimenter que vous êtes la paix, le bonheur, la joie, l'amour et la liberté, eh bien je vous invite
à le partager, à partager votre impression de manque, d'absence de paix, d'absence d'amour. Et alors, nous pourrons investiguer ensemble. Parce que c'est le but du satsang, c'est d'investiguer la nature du rêve, la nature des perceptions transitoires, de discriminer entre l'illusion et le réel, entre le rêve et le rêveur unique. Discriminer, porter un vrai regard sur les choses, tout simplement, et sentir. Donc le satsang, c'est un jeu comme la vie, qui mime la vie, qui comme j'essaie de le partager tout à l'heure là, dans la métaphore de l'acteur, qui s'identifie à son rôle et qui oublie qui il est. La vie, elle joue à prendre toutes ses formes, sans jamais cesser d'être elle-même. C'est pour ça qu'à chaque instant de votre vie, à chaque instant, vous pouvez ramener l'attention à 180 degrés vers ce qui perçoit en vous et réaliser que ce que vous cherchiez se trouve sous votre nez, un peu comme quand on a les lunettes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, posées sur le nez, qu'on les cherche, et en fait elles sont là. Quelqu'un vous dit « T'as pas vu mes lunettes ?» Oui, elles sont là. C'est aussi simple que ça. Donc le satsang, c'est un jeu, mais où moi en tout cas je vous invite à vous mettre en jeu. Sinon, nous pouvons simplement apprécier en silence, et ça me va aussi, l'évidence d'être, ce qui ne change pas. Donc si vous avez envie de partager, s'il y a un sentiment de manque, quelque chose qui semble désaccordé, quelque chose qui n'est pas clair, une confusion, un doute, je vous invite vraiment à venir avec ça comme une bûche qu'on met dans le feu de la présence. Pour allumer de façon encore plus intensément le feu de la présence. Si cet instant-ci n'est pas le meilleur de votre vie, s'il n'y a pas pur étonnement d'être, émerveillement, c'est qu'il y a un grain de sable dans le rouage.
Donc on peut démonter un peu les rouages ensemble, ou souffler sur le grain de sable. Je rappelle pour les nouveaux que ceci n'est pas un enseignement. C'est une invitation à voir les mécanismes de voilement de la conscience. C'est une invitation au constat, tout simplement. Et nous pouvons constater en cet instant que ceux-là qui constatent en nous les pensées, les sons, les sensations, les émotions, les odeurs, les goûts, les couleurs, ceux-là qui constatent et sans pensée, sans couleur, sans opacité, sans son, sans émotion, sans pensée. Ceux qui en nous constatent est libre de ce qu'ils constatent. Et cette liberté est paix, joie et amour. Eric a levé la fameuse main bleue. Bonsoir Eric. Bonsoir Dan. J'ai une situation qui voile actuellement la présence que je suis. Oui. Et cette sensation de manque est, je dirais, à nouveau présente. Je viens de passer 3 jours avec mes parents qui ont 80 ans, qui ont besoin d'aide, qui sont très demandeurs. Et c'est partagé entre le plaisir d'avoir pu leur être utile, les aider. Mais maintenant, cette réminiscence de toute cette nostalgie, de toute cette frénésie qu'ils ont de vouloir encore vivre, de profiter de la vie, de me faire ressentir l'importance de l'être, que je suis leur enfant, et moi d'essayer de ne pas trop expliquer que je ne suis plus seulement cela, mais d'être de nouveau happé dans ce tout petit, bercé par ses parents. Ça fait remonter beaucoup de choses dont je ressens le besoin maintenant de m'évader, de me nettoyer de toutes ces émotions. Et ce manque de ne plus être avec mes parents, le petit enfant qui n'est plus là, bercé par la voix de ma mère, porté. Ouais. Tu es sûr qu'il n'est plus là du tout? Bien sûr qu'il est là, pleinement. Voilà. Eh ben, commence donc par sentir ce que ça fait quand il est là, le petit enfant qui est bercé par ses parents. Sens ce que ça fait. Comme si tu joues un rôle, comme l'acteur. L'acteur tout à l'heure, il jouait Hamlet à fond.
joue à fond ce petit enfant qui est bercé. Je ressens beaucoup de joie et d'amour et d'affection. Voilà, sens ce que ça fait. Sans les images, sans les pensées. Juste tactilement. Protégé dans un cocon. Sens ce que ça fait. Complètement. Fais l'unité avec. Tactilement. Sensoriellement. Entre en osmose avec la sensation d'être un petit enfant, un bébé bercé par un cocon familial réconfortant. Continue à sentir, à sentir. Sentir, c'est quand on ne pense pas, quand il n'y a pas de commentaire, quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de recherche de retour sur investissement, il y a juste sentir ce qui est là. Tactilement, le visage, la poitrine, le cœur, le ventre, le bas-ventre, le pubis, plexus, à la douceur, juste sentir, tactilement, tactilement. Le corps est vibration, sensation, électricité, chaleur, flux et reflux. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? J'ai eu la sensation Maintenant, hein? du manque de ne plus être. Ok. Il est là maintenant, Ça s'est calmé. Ouais, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui est là maintenant? C'est passé. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui est là maintenant? Cette présence. Ouais. Cette présence sans manque, sans nostalgie. Voilà. C'est ça. Juste je regarde mes parents. C'est ça. Je suis sorti du ventre de cette mère. Je suis sorti maintenant de ce cocon familial, protecteur. Mais maintenant... Mes parents sont devant moi et je suis dans cette... Je suis bien. D'accord. Mais maintenant, sens ce que ça fait, tu as senti ce que ça fait que d'être le petit bébé. Maintenant, tu dis, je suis sorti du ventre, du cocon. Bon, ça c'est une histoire, hein. Parce que toi, est-ce que tu es ce petit bébé qui sort, qui est câliné, ou est-ce que tu es cela qui le constate? Maintenant, je suis celui qui le constate. D'accord. Celui qui le constate, est-ce qu'il a un nom? Non, il n'a pas de nom. Est-ce qu'il a une forme? Il n'a pas la forme de mon corps. Est-ce qu'il a la forme d'autre chose? Il n'a pas de forme. Est-ce qu'il a un âge?
ça bascule. Il y a ce basculement entre celui qui a une forme, un âge, et qui vient de vivre une expérience corporelle forte, et cette présence qui est sans forme. Quand tu dis basculement, ça supposerait... Il n'y a pas d'âge. D'accord. Quand tu dis basculement, ça supposerait que la présence sans âge pourrait être absente au moment où il y a un petit homme qui apparaît, une personne. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que cette présence que tu es, ce je, est-ce que cela qui se connaît soi-même, c'est la définition de je, je se connaît lui-même, est-ce que je peut à un moment donné ne pas être présent? Qui fait toute expérience? Pardon? C'est Hamlet qui a oublié qu'il est. C'est ce que j'ai vécu. Ces émotions m'ont fait oublier cette présence qui, elle, était bien là, est toujours là. Mais c'est pas Hamlet qui oublie. C'est la présence qui oublie. Hamlet, c'est une coquille vide. Tu viens du Canada, toi, non? Ça m'a. Hein? Ouais. Non, parce que de Suisse. Ah, de Suisse. Ah oui, c'est vrai, c'est l'accent suisse que bien sûr. Est-ce qu'en Suisse, vous avez des... Est-ce que vous avez des... Je ne sais pas si c'est les cigales, vous savez, en Provence, sur les branches de lavande, parfois j'ai vu des coquilles vides, je crois, de cigales ou d'autres, qui à un moment donné se métamorphosent. On voit carrément la coquille vide, attachée à la branche de lavande. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Oui. Eh bien, considère que la personne, c'est une coquille vide. Elle n'est pas là quand tu dors. Il y a quelque chose pourtant qui est là. La preuve, le matin, au réveil, la mue, nous dit Gilles, oui. Mais c'est surtout ce que je voulais, au-delà de la mue, ce que je voulais souligner, c'est cette discrimination qu'il y a entre ce qui apparaît et ce qui disparaît, et ce qui est tout le temps là. Dans le sommeil profond, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sensation, de perception, et pourtant tu es là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je m'adresse à toi. Il y a les rêves. Oui, il y a parfois des rêves, mais dans le sommeil profond, quand il n'y a ni rêve, ni moi, ni loi, rien du tout. Le sommeil n'est pas une absence d'expérience. C'est une expérience de l'absence. Et tout ce moment où il n'y a plus toi, ni les lois, ni rien du tout, ni perception. Tu es au contact de cette paix profonde. Et c'est pour ça que lorsque tu te réveilles le matin et que tu as eu un sommeil profond important, tu dis que tu as bien dormi, tu t'es reposé. Tu t'es reposé d'être Eric. Un peu comme l'acteur qui, à la fin de sa série de spectacles avec Hamlet, finalement il reconnaît qu'il n'est pas Hamlet, oui, ses amis arrivent à le raisonner. Il était parti dans une sorte de psychose, et on le raisonne, non, mais tu n'es pas. Hein.
n'y a pas de mal avec le fait quand on voit ses parents, d'être un petit bébé. Mais il ne s'agit pas de le penser, il s'agit de le sentir, de le vivre, de l'être pleinement. Et quand tu sens pleinement quelque chose, tu ne peux pas le penser, tu ne peux pas y résister. Et de toi-même, ça t'a amené une paix. Le senti pur est une sorte de neti-neti. C'est la méthode traditionnelle d'investigation de notre vraie nature en Inde, une voie négative. Une sorte de neti-neti alchimisant, alchimique. Lorsque tu plonges profondément dans la sensation d'être un bébé, à un moment donné, bon, il y a des images, il y a des sensations, et puis, à un moment donné, il n'y a plus rien. Tu es tellement en intimité avec ça, tu es tellement en intimité avec Hamlet, avec ton rôle, avec Eric, ou Eric le bébé, qu'à la fois, tu réalises qu'Eric est une expression de toi, le petit bébé est une expression de toi, et en même temps, donc en intimité, et en même temps tu es détaché. Et au bout d'un moment, dans ce jeu d'intimité, du senti, naturellement, tu as réalisé, en tout cas ta voix, le son de ta voix, et ce que tu disais semblait l'indiquer, qu'en fait le bébé apparaissait et disparaissait comme dans un rêve éveillé, en fait, tu vois. Tu étais le constat. C'est normal que tes parents te prennent pour un petit garçon, pour un bébé. Ils te voient comme ça. Et comment leur en vouloir? Quand ta maman te regarde, disparais en faveur de ta maman. Et laisse-lui dire, mon fils, mon petit, ceci ou cela. De ton côté ici, il n'y a qu'espace. Et quoi que ta maman puisse dire, ou ton papa puisse dire, de gentil ou de pas gentil, entre guillemets, d'accusatoire, de jugement, c'est pas toutes les familles où c'est aussi cool que la tienne, d'après mes sources. Eh bien, quelles que soient les paroles qui sont dites, elles apparaissent dans un espace de présence, là, de ton côté. Elles n'apparaissent pas à une tête et deux petits yeux, à un cerveau, à une conscience séparée, à un personnage, à un masque. Le masque, il ne voit rien. Le masque, c'est Dan, c'est Eric. Vous, ce que vous voyez, c'est mon masque. Hein? Moi, je ne le vois pas, mon masque. Mon masque, je le vois dans les miroirs. C'est mes parents qui le voient. Moi aussi, c'est comme ça, ils me voient comme Dan, et mes sœurs, et mes neveux et nièces me voient comme Dan. Et ma fille me dit papa. C'est comme ça. Mais moi, dans mon intimité, je sens que je suis cet espace ouvert, dans lequel ces paroles peuvent apparaître et disparaître. Je n'ai pas besoin que les autres réalisent... Une bien meilleure... Pardon ? J'ai une bien meilleure relation avec eux depuis que je suis dans cette présence, depuis que je pratique cette vision sans tête. Ça a été vraiment un espace où je peux accueillir ce qu'ils sont, sans réagir à leurs remarques. Voilà, c'est ce que je suggérais, parce que au début, tu semblais dire que leur façon de te parler t'avait un petit peu, on va dire, tu avais eu l'impression que cet espace pouvait être coloré par leur désir, ou leur projection, leurs paroles. Hein. Et petit à petit, en revenant sans cesse... Leurs émotions, mais parce que quelque part, tu désires qu'ils n'aient pas ces émotions. Et ça, qui c'est qui veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont? Ce n'est pas l'espace ouvert ici de mon côté, hein, là de votre côté. Là.
l'espace ne veut pas que les choses soient différentes. Donc à chaque fois que tu te sens un peu en malaise, en famille, bah, soit l'invitation c'est de sentir ton malaise tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Tu laisses ce malaise, ce stress, cette lourdeur se référer à l'espace impersonnel. Tu sens ce que ça fait que d'être ce malaise. Tu fais l'unité avec, sensoriellement, tactilement, sans penser, sans rien chercher, juste tu sens. Et à un moment donné, ce qui se révèle, c'est que toi et le malaise, vous êtes en réalité faits de la même substance. C'est un truc de fou. Personne ne le voit parce que tout le monde pense le malaise. Or, la pensée nous donne à penser, si on y croit, que le malaise et moi sommes séparés. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. La pensée et moi, enfin l'apparent moi et l'apparente pensée, sont tous deux une émanation de la même conscience, du même soi. Et on s'en aperçoit quand on se rapproche du malaise. Quand on se rapproche tellement du malaise qu'on ne peut plus voir de différence entre moi et le malaise. Comme quand tu plonges le nez dans une rose avec un parfum enivrant, à un moment donné, où est toi, où est le parfum? Ou si, par exemple, tu entends le son de quelque chose. Par exemple, le son d'une petite cloche. Y a-t-il vraiment une distance entre toi et le son? Y a-t-il une distance entre toi et le son? Ou est-ce que le son jaillit au cœur de toi, ici, à 0 centimètre de toi? Écouter un son jusqu'au bout et le laisser se dissoudre est un pointeur non duel, un révélateur très puissant de votre vraie nature. Car vous écoutez le son, vous l'écoutez, vous êtes attentif, attentif, attentif. Et soudain, il n'y a plus de son, plus rien à quoi être attentif. Et là, c'est le moment auspicieux où l'écoute écoute l'écoute. Retournement, pur étonnement d'être, émerveillement. Et là, vous remontez, comme par un fil d'Ariane, vers la source de la conscience, simplement par cet acte d'être conscient, d'être conscient. Et de la même façon que le son peut vous ramener à cette présence, l'apparition de vos parents, de ta maman, de ton papa, peut être un point d'appui pour revenir à cet espace. Tu vois? C'est magique. Il y a une telle douceur. Tes parents, ils ont envie de revenir à la maison.
tout a envie de revenir dans le silence, d'où ça a émergé. Et tu es cela. Tu es cela. Et même tes propres réactions, tu peux les laisser apparaître. S'il y a une réaction, un jugement, une peur d'être pris pour un petit garçon, une peur de s'identifier à nouveau, ben, c'est ok. C'est une peur qui apparaît, ou qui prend un peu la poitrine, qui resserre un peu, et tu te laisses complètement, voilà, serrer, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout du mouvement. Sans commentaire, sans jugement. Il y a une tendresse incroyable dans le fait de faire l'unité, de sentir sans penser. C'est une grâce de vivre en simplement sentant la vie. S'il y a une invitation ici, c'est celle-ci, c'est sentir la vie plutôt que penser la vie. On pourrait dire ça comme ça. Et plus chez un être humain, le rapport entre sentir la vie et penser la vie penche du côté de sentir la vie, et plus il y a de joie, de paix, de liberté, d'amour. Mais c'est pas grave de penser la vie, parce qu'on peut sentir de penser la vie, parce qu'on peut sentir la pensée. Si la pensée apparaît, par exemple, dans un moment de désespoir, comme j'imagine, comme moi, vous en avez eu, où vous dites la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est une pensée. Quand on y croit, c'est très très douloureux. Vous pouvez simplement sentir ce que ça fait. Sentir. Et sentir, c'est entrer en intimité avec la croyance, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Peut-être à la suite d'un documentaire que vous avez vu sur les mensonges, sur les trahisons, sur la situation de la planète ou d'une expérience personnelle. Il suffit simplement de commencer à sentir tactilement, vibratoirement, sensoriellement, jusqu'au bout, sans la pensée, sans commentaire, sans justification. Juste sentir, être avec, être en osmose, entrer en amour, entrer en vibration, avec le son de l'émotion, avec la sensation. Et très vite se révèle une présence sans caractéristique, sans dimension, non localisée. Et là, ça sent bon la paix. Dès qu'il y a absence de localisation, il y a à nouveau amour, paix, plénitude, liberté. C'est important de sentir. Mais vous pouvez tout sentir. Vous pouvez sentir, tu peux sentir la pensée, tu peux sentir une idée, un concept, n'importe quoi. Même si tu dis je sens rien, je peux t'inviter à sentir ce que ça fait que de ne rien sentir. Vous pouvez toujours faire l'unité avec quoi que ce soit, parce que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Tout est fait de la même substance. Et ça peut se vérifier par le senti.
Sentir, c'est devenir intime avec la vie. C'est reconnaître que telle et telle forme, telle et telle pensée, telle et telle expérience, tel et tel événement qui peut-être survient à l'autre bout de la planète, si j'entre en intimité avec cet événement, je réalise au bout d'un moment que moi et cet événement, l'apparent moi qui semble faire l'expérience et l'apparent expérience, l'apparent sujet et l'apparent objet, sont en réalité faits de la même substance. Comme deux vagues qui se rencontrent, il y a moi, la vague moi, qui semble sentir quelque chose à l'autre bout du monde, et je deviens intime, je sens ce que ça fait que un tsunami, ou la représentation que j'ai d'un tsunami qui tue 10 000 personnes, ou 200 000, où je sens ce que ça fait qu'un chien est sauvé dans un puits, ou je ne sais pas quoi. Et je fais l'unité avec, tactilement, sensoriellement. Et à un moment donné, c'est comme si les deux vagues, l'apparent moi et l'apparente expérience perçue, en fait, révèlent qu'elles sont faites de la même eau. Et vraiment, c'est vraiment le sacré, de sentir. Et ça vous ramène à la même présence, sans limite, sans forme, sans âge, que les Upanishads nomment l'Atman, le soi, de Ramana Maharshi. C'est la même non-chose qui est révélée. À un moment donné, donc c'est trop difficile de faire semblant de pouvoir résister. Ça devient trop difficile. Ça devient trop difficile de demander à nos parents d'être différents de ce qu'ils sont. Parce qu'on réalise qu'en fait, comme ils apparaissent dans cette ouverture ici, de mon côté, ici de votre côté, ils apparaissent à 0 cm de vous, donc c'est vous en fait. C'est toi qui prends la forme de maman, c'est toi qui prends la forme de papa. Qu'est-ce que tu veux dire là? Quand tu écoutes une musique, à partir de cet espace, tu es le sans-forme qui prend la forme de la musique. En cet instant, tu es le sans-forme aussi qui prend la forme de la voix de Dan. Tu es, et chacun d'entre vous, vous êtes le sans-forme qui prend la forme des pensées qui sont les vôtres, des sons que vous percevez. Si l'œil, le grand œil ouvert, est ouvert, les yeux sont ouverts, le grand œil unique, vous êtes le sans-forme qui prend la forme de tout ceci. Je vais mettre la lumière. Un petit peu de lumière. Voilà, magie, la lumière fut. C'est un très beau livre, d'ailleurs, qui porte ce titre, de Jacques Lucéran, un être extraordinaire que j'ai connu grâce à Éric Barré, et dont j'ai lu les livres magnifiques, témoignages d'éveil profond, hors tradition, d'un homme qui est devenu aveugle à l'âge de 7 ans, et qui, au bout d'un mois de résistance à son état d'aveuglement, a dit, il a commencé vraiment à voir, en fait, au bout d'un mois, à voir vraiment, au sens où nous l'entendons, nous, ici. Ensuite, il est devenu, plus tard, chef d'un des plus grands réseaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Lucéran, L-U-2-S-E-Y-R-A-N. Et il a été pris par la Gestapo, il était à Buchenwald. C'est un très beau livre. Et la lumière fut. Il y en a un autre qui s'appelle Le monde commence aujourd'hui. C'est vrai, non?
tout commence maintenant. Je ne sais pas si vous le sentez. En fait, on a l'impression que le monde matériel est plus stable que nous, puisque nous nous sommes pris pour un corps, et qu'on sait qu'en général, les corps naissent et meurent et retournent à la Terre. Donc on se dit, la Terre, elle est vraiment là. Et moi, petite chose, au sein de cette Terre, qui disparaîtra aussi dans quelques millions ou milliards d'années, je ne suis pas grand-chose. Mais quand vous réalisez que vous êtes la conscience, tout d'un coup, le corps, les pensées, et cette terre merveilleuse et tout l'univers apparaît et disparaît dans la conscience d'instant en instant. Je ne sais pas si chacun le réalise là. C'est absolument magique. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous n'êtes pas une petite conscience séparée qui est dans le couloir de la mort, avec une date de péremption. Non, non. Vous êtes la source de laquelle le monde et l'univers, le corps, les pensées, émergent et se résorbent d'instant en instant. Parce que vous êtes en intimité avec tout ce qui apparaît. Vous ne pouvez pas trouver de distance entre ce que vous êtes réellement, je, présence consciente, à 0 cm de vous-même, vous êtes pure conscience. Vous ne pouvez pas trouver de distance entre la pure conscience que vous êtes maintenant, cette pure conscience qui entend ces mots, qui voit ces couleurs, qui entend ces pensées. Vous ne pouvez pas trouver de distance entre pure conscience, entre ce je suis et le monde. Essayez, dites-moi où s'arrête la conscience et où commence, je ne sais pas, le monde, les couleurs. Même la lune, le soleil, les galaxies qu'on voit les nuits ou avec un ciel dégagé, un peu à la campagne. On croit avoir des étoiles, mais la plupart sont en fait des galaxies, avec des milliards d'étoiles. Eh bien, elles n'apparaissent pas là-bas. Quand vous regardez à partir de la conscience, elles apparaissent ici. Donc je vous invite à sentir que rien n'est jamais apparu là-bas. C'est pas vrai. Du point de vue du corps, oui, il y a une distance entre le corps et les nuages, entre le corps et l'arbre, entre le corps et un autre corps. Entre un front et un front, on peut entrer en confrontation, voire en affrontement. C'est vrai. Mais quand vous êtes espace, face non pas à face, mais face à espace. Tout apparaît à 0 cm. Est-ce que quelqu'un a envie de témoigner? Est-ce que pour quelqu'un ce n'est pas évident que ce qu'il est réellement est à 0 cm de tout ce qui apparaît? Pour ceux pour qui c'est évident, comme pour moi, nous goûtons ensemble cette évidence, mais profitez du satsang pour investiguer. C'est très important, très très important s'il y a des doutes. Sinon, en attendant qu'une question apparaît, je voulais vous signaler que
le savez peut-être déjà, mais je le redis pour ceux qui ne le sauraient pas. Je propose un satsang par Zoom le dernier week-end de juin, de 10h à 13h et de 15h à 18h. Et donc, si vous désirez participer, voilà. Il reste encore des places. On n'est pas nombreux, on n'est que 4 pour l'instant. Donc, si on est moins de 8, je pourrais être amené à l'annuler. On sera maximum 20. Mais nous aurons alors le loisir d'investiguer, comme on vient de le faire avec Eric, à partir de l'impression de complexité, revenir à la simplicité. À partir de l'opacité, revenir à la transparence. À partir de l'idée d'être quelqu'un, revenir à la présence impersonnelle. À l'impression du temps, qui est très forte, revenir à l'atemporel. À l'impression de localisation, revenir à la non-localisation, par des petites pratiques. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'affectionne particulièrement cette citation de Huang Po, qui disait, moine Chan du IXe siècle, « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit et pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. » L'humain est un animal social, donc il se préoccupe beaucoup de ce que pensent les autres. Et comme nous voulons plus ou moins, disons, enfin en tout cas au début de notre histoire, on voulait à tout prix, pour des raisons de survie, participer à ce clan. Et donc on avait intérêt à croire qu'on était ce que l'on disait, que l'on était. Quand vos parents se sont penchés au-dessus de votre berceau comme au-dessus du mien, ils n'ont pas décidé de vous appeler je suis ou je. Ils ont dit tu es Florence, Anouchka, Pascal, Armel, Alix, Mahmed. Et il a bien fallu que nous nous prenions pour ce personnage. Enfin, il a fallu que nous sachions comment nous apparaissions pour les autres. C'est important, puisque l'humain, son intelligence se développe en interaction les uns avec les autres. On voit ce qui est arrivé à ces pauvres bébés roumains, je crois, à qui on a fait vivre cette ignoble expérience de ne pas être touchés pendant 1 an, pendant leur vie. Voilà, ils étaient tous psychotiques. Enfin, donc on a besoin d'amour, on a besoin aussi qu'on nous parle, on a besoin aussi de savoir ce que l'on est pour les autres. Mais, ceci étant dit, ceci étant réalisé, je m'identifie à la personne un minimum, parce que quand on dit mon nom, je me retourne, et donc je commence à fonctionner, je peux montrer ma carte d'identité quand les flics m'arrêtent pour un excès de vitesse, ou quelque autre investigation, pas de problème. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de la vie. On passe complètement à côté de l'invitation de la vie. Parce que l'invitation de la vie, à travers chacun de nous, c'est de se reconnaître elle-même, en fait. Profondément, elle désire ça. Donc, aussi, pour le dernier week-end de juin, faites-moi signe si vous avez envie de... Parce qu'on investiguera ensemble, on prendra le temps, à la fois par la voie du senti, par la voie de l'amour et par la voie du retournement. Et comme on ne sera pas nombreux, chacun pourra se mettre en jeu. Parce que c'est ça au final qui... L'invitation du satsang, c'est de se mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre en jeu ? Le faux moi, l'ego bien sûr. Les impressions de séparation et les croyances de séparation. Mais attention, les croyances de séparation sont assez faciles à voir, à dissoudre.
Mais le principal, c'est l'ego dans le corps. C'est les émotions cachées, c'est les tensions, les contractions corporelles. C'est là où se niche la plus grande partie du sentiment de séparation. On ne peut pas faire fi de l'écoute de nos parts d'ombre. On ne peut pas faire fi de tous ces désirs inavouables. C'est pour ça que c'est pas la peine de venir à ces réunions si vous n'avez pas un désir profond de vous mettre en jeu, franchement. On perdrait notre temps. Consacrant le temps à célébrer le non-temps. Et pour ça, voilà, il faut avoir la bonne volonté d'avoir envie d'investiguer, de tout remettre en question, y compris ce qui est le plus inconfortable. Parce que sinon la vie va vous le présenter sous forme d'un voisin ronchonnant, d'un ami infidèle, ou d'un accident. Vous connaissez la chanson. Et ça va aller réactiver toutes ces choses qui n'ont pas été embrassées. S'il n'y a pas de questions particulières, nous pouvons par exemple obtenir simplement, je vous invite à scanner le corps. Ce qu'on appelle le corps, quand vous avez les yeux fermés, c'est un ensemble de sensations. De vibrations. Il y a peut-être des zones plus légères, d'autres plus lourdes. Regardez la nuque, le front, les épaules, les trapèzes, les avant-bras, les cuisses, et le ventre et les comments, le bas-ventre, le périnée. Est-ce que la bouche est resserrée ou est-ce que les dents, les lèvres sont détendues? Obtenez comme ça une impression globale du corps, c'est-à-dire une impression globale des sensations de cette myriade de points de chaleur. Puis maintenant, sentez, j'ai une impression du corps. Il y a dans cette perspective-là un apparent vous, un apparent moi et un apparent corps. En tout cas, une apparente impression sensorielle du corps. J'ai une impression du corps.
Puis, je suis l'impression du corps. Et vous sentez vibratoirement, tactilement, ce que cela fait que d'être cette impression du corps. Je suis l'impression du corps. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus distinguer de séparation entre l'apparent vous et l'apparente impression du corps. Je suis l'impression du corps. Je suis l'impression. Je suis l'impression. Vous le dites en pensée. Moi, je vous y invite par la parole. Mais la pensée est encore plus proche de la source que son expression en mots. En tout cas, je le sens comme ça, et c'est ce que disait Ramana Maharshi aussi. Je suis l'impression. Je suis l'impression. Je suis l'impression. Rien à comprendre. Rien à comprendre. Je vous assure, il n'y a rien à comprendre. Rien à devenir. C'est trop d'efforts de devenir. Je suis l'impression. Obtenez l'impression maintenant de tout le corps et du mental aussi, s'il y a des pensées même un peu fugaces. Chaleur, vibration, lourdeur, tension, crispation, nausée, légèreté, pensée, idée, émotion. Tout ça joue une musique en cet instant. C'est une symphonie sensorielle. Un concerto vibratoire. Je suis le concerto. Je suis la symphonie sensorielle. Sentez ce que cela fait que d'être cela. Sans la mémoire. Le jeu, l'apparent jeu et l'apparente impression se dissolvent pour laisser place à suis, être, être, être est tout ce qu'il y a. Il n'y a jamais eu rien d'autre
qu'être. Tout l'univers est fait de la substance, de l'être qui est en train d'être. Et n'êtes-vous pas en train d'être? N'êtes-vous pas cet être en train d'être? Est-ce que cet être manque de quelque chose? Est-ce que cet être veut quelque chose? Est-ce que l'être a envie de faire du développement personnel? Est-ce que l'être n'est pas absolument complet en cet instant? Est-ce qu'il manque quelque chose à être? Je ne sais pas si l'auteur du livre remarquable L'insoutenable légèreté de l'être avait perçu la profondeur de cette phrase. Mais oui, l'être que vous êtes n'a pas à être soutenu par une pensée, par quelqu'un, fût-ce une maman, un papa, un amoureux, un enfant, un monde. L'être est pleinement ce qu'il est en cet instant. L'être est tout le temps là, omniprésent. Y a-t-il un instant T dans lequel l'être n'est pas? Ne suis-je pas cet être qui ne manque de rien? Au moment où je le réalise, je suis la personne la plus riche du monde. Que j'ai un cancer, que je sois en fin de vie, que je sois ruiné, que mes amis ou mon compagnon viennent de me quitter. L'être ne peut pas être quitté, il ne peut pas être ruiné. Tout ça, ça arrive au corps. Ça arrive à un nom. Mais rien n'arrive à l'être. Ça va et ça vient. Mais l'être ne vient pas et ne s'en va pas avec tout ça. Il est. Vous êtes. Tu es. Tu es cela. Tat Tvamasi. Je suis cela. Je suis cet être qui semble, très important le verbe, paraître et sembler, qui semble prendre la forme de ce monde. L'univers entier est le rêve de l'être que je suis. Il y a absolu détachement, absolue liberté, mais aussi intimité,
puisque tout apparaît à 0 cm. Toutes les vagues de l'eau que je suis sont faites de moi, eau. Vous êtes là. Je suis Brahman. Je suis l'un. Atman est Brahman, comme on dit dans les Upanishads. Jésus disait, le Père et moi sommes un. Et en cet instant, vous pouvez le dire aussi. Simplement garder silence. C'est le un qui dit je en nous. C'est le un qui entend, écoute, sent, hume. Entend. Dans la Kena Upanishad, il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, l'inconnaissable mystère par lequel tout est connu. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel, pas Brahman sous une forme ou sous une autre, pas la religion, pas le gourou. Voilà. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Et non cela qu'on honore comme tel. Les rishis, c'est-à-dire les voyants qui ont écrit les Védas, et plus tard les Upanishads, dont les plus anciennes datent de 2700 ans en écriture, mais probablement d'il y a 4, 5, 6 000 ans,
par transmission orale. On les appelait les voyants parce qu'ils voyaient la réalité. Ils voyaient ce à partir de quoi ils voyaient. Ils voyaient que ce n'était pas la personne qui regardait. Ce n'était pas deux petits yeux qui regardaient. Ce n'était pas les oreilles qui entendaient. C'est ce par quoi l'œil voit, ce par quoi l'oreille entend, ce par quoi la pensée pense. D'ailleurs, Kena signifie en sanskrit ce par quoi. L'Upanishad de ce par quoi. Qu'est-ce que c'est beau de partager ça, les amis. Il y a une infinité de partages entre humains. Mais on n'entendra jamais la même musique. On ne ressentira jamais la même émotion au diaprure d'un soleil couchant sur les nuages. Quand vous demandez à votre amant ou votre amante, tu sens ce que je sens? Il sentira. Il dira oui, mais il ne sent pas la même chose. Mais peut-être que s'il dit oui, ce qu'il sent vraiment, c'est ça dont on parle là. C'est ce par quoi. C'est la seule chose en fait que nous puissions réellement partager. Parce qu'il n'y a que ça. Pour ceux qui n'ont pas d'obligation particulière la semaine prochaine, du 5 au 13, de très bientôt, juin, et qui seraient tentés par le stage de 9 jours, il reste encore une ou deux places. On ne sait jamais. 9 jours pendant lesquels nous investiguons sans cesse la nature de ce que l'on appelle la réalité. À partir de beaucoup d'expériences simples et de jeux de révélation, c'est-à-dire des jeux auxquels on joue en se mettant en jeu et qui révèlent cette présence encore et encore et encore. Voilà. Jusqu'à ce que vous tombiez amoureux en fait de cette présence qui est tout le temps là, qui n'était pas remarquée. Que vous ne viviez pas une vie sans savoir qui vit la vie. Parce que oui, c'est lourd de se prendre pour quelqu'un. Et c'est tellement allégeant de voir le masque de la personne disparaître au centre de l'expérience où il n'a jamais été. Et de le voir à nouveau apparaître et réapparaître comme Dan, là, je le vois dans la galerie, là, à côté de Florence, Eric, Arnaud, Ridouane, Pascal, Anouchka. Voilà. La personne, elle est là-bas. Elle est en périphérie. Mais au centre, je ne suis ni ceci ni cela.
Je suis pur. Il y a aussi un stage à Chamonix du 2 au 4 juillet, dans un chouette chalet, à partir du jeudi soir d'ailleurs, jusqu'au dimanche 4, mais je crois que c'est presque plein. Peut-être qu'il reste une place. Mais ce que vous êtes, évidemment, n'a besoin d'aucun stage, besoin d'aucune pratique. C'est là. Alors je ne sais pas si la personne qui m'a écrit par mail me demandant si je pouvais avancer l'horaire du stage de Zoom est là, mais c'est un peu compliqué en fait. Donc je vais garder pour l'instant le stage par Zoom, donc c'est le dernier week-end de juin, 10, 13, 15, 18. Bon. Il y a une autre personne du Canada qui, elle, est d'accord pour se lever à 3h50 du matin. Mais en tout cas, merci pour ce soir, merci pour ce partage. Il n'y a rien à conclure, juste à vous souhaiter de vivre à partir de ce que vous êtes. D'être. Oui, Flavien. Tu m'entends? Oh oui. Je suis être. Il n'y a plus de contrôle. Comme je fais ma petite parenthèse, M. Flavien, il a marché tranquillement hier dans la nature, mais il a rencontré une petite poupée complètement en bébé par terre, et c'est venu tout seul. C'est le bébé de mon enfant intérieur. Et je le prends dans mes bras, et à chaque fois je lui dis « je t'aime ». Et là, je me rends compte de plus en plus que ça parle tout seul, sans contrôle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et tout simplement, je voulais le dire, et voilà, l'émotion sort tout seul. Merci, je t'aime. Joyeux maintenant. Agapé, qui dit au-delà de tout. Agapé, agapé, agapé. Merci Flavien. Merci Flavien pour ce chant de gratitude. Merci. Bon, je ne sais pas quand aura lieu la prochaine rencontre, puisqu'il y a le stage de 9 jours qui va venir, mais je vous préviendrai par la newsletter. Il se peut que cette newsletter arrive dans les indésirables, ça arrive à la moitié des gens, donc vérifiez de temps en temps. Sinon, je fais passer l'info aussi sur Facebook. Merci à tout le monde et belle soirée à vous. Bonne nuit. À maintenant.